Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. La sérendipité, ce hasard heureux qui fait avancer la science, est à l'origine de l'utilisation du laser femtoseconde pour la chirurgie oculaire. En 1993, un étudiant du professeur Gérard Mourou reçoit malencontreusement le faisceau laser dans l'œil. Heureusement, cette blessure s'avère bénigne, mais intrigue le chirurgien qui l'examine par son caractère extrêmement précis et l'aspect parfaitement circulaire de l'impact du laser sur la cornée du patient. La très courte durée des impulsions permet en effet de limiter la brûlure des tissus à une zone très restreinte comparée avec les impulsions laser utilisées à l'époque en ophtalmologie. Cet accident aura permis d'initier une collaboration entre chirurgiens et physiciens pour faire du laser femtoseconde un instrument de la chirurgie oculaire. Nous nous intéressons dans ces entretiens en 3 parties avec le professeur Dan Renstein à la chirurgie réfractive cornéenne au laser femtoseconde par extraction lenticulaire. Nous publierons un épisode chaque semaine de ce grand format du podcast Ophthalmo sur le smile. Nous rappelons à nos auditeurs que le professeur Renstein est consultant pour le laboratoire Carl Zeiss. Alors on va rentrer un peu plus maintenant dans le smile. Il n'existe que 3 diamètres de traitement actuellement, le S, le M et le L. En pratique, c'est surtout des diamètres M et L qui sont utilisés. M et S. M et S. Ouais. Le L, on l'utilise presque pas. L'idée, c'était que il fallait un L pour faire des diamètres plus élargis pour le traitement de l'hypermétropie. Mais il y a un paradoxe, c'est-à-dire l'œil très hypermétrope, presque toujours, a un diamètre cornéen petit, et donc un L fait une succion sur la conjonctive, pas la cornée. Et ce qui est précieux dans le smile, c'est que la succion n'est pas mise sur la conjonctive, elle est cornéenne. Et donc, l'immobilisation de la cornée, elle est excellente. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut faire smile. Les autres compagnies qui commencent à rentrer dans le domaine de extraction du lenticule, peut-être qu'on parlait de ça plus tard, ils ont beaucoup de problèmes maintenant parce qu'ils sont en train il faut qu'ils évitent toutes les patents de smile, de Zeiss. Et pour éviter ça, il faut reprendre les choses qu'on a rejetées pendant le développement du smile. Aplanation plate, par exemple. On a abandonné ça parce que ça marche pas. Succion sous la conjonctive. Ça marche mal. Donc, c'est intéressant de voir que tout le monde disait que smile n'allait pas marcher. Moi, j'étais parmi eux. Ça n'allait pas marcher. Après, quand on a commencé, on dit ça sera jamais aussi bien que LASIK. Après, on a dit LASIK c'est mieux de toute façon parce qu'on a fait plus de procédures et on peut le customiser. Toutes les yeux doivent être customisés. Et maintenant, on dit ah non c'est bien, on le fera nous aussi. Si on parle maintenant des complications du smile, est-ce qu'il y a des complications spécifiques ou des choses réellement à savoir en pér-opératoire ou en post-opératoire de cette procédure? Je suis en train de montrer mon livre de texte. Je crois que c'est 157 pages sur les complications de smile. Et l'avantage de lire tout ça, c'est de pouvoir éviter tout ça. Parce que nous, on l'a vécu. Et l'avantage de l'avoir vécu, c'est qu'on l'a écrit. Et on a tous sur vidéo, chaque complication qu'on a eue pendant nos premières 4000 œils sont dans ce livre de texte. Toutes. Et donc, on peut éviter d'avoir une complication si on étude la façon d'éviter et si on a une complication, on sait comment la gérer. C'est ça le truc. Parce que une dissection difficile, pour moi, j'appelle ça pas ça une complication. Complication, ça serait, je sais pas où je suis, je arrête la procédure, j'ai enlevé la moitié du lenticule, je lance les bras dans l'air et je sais pas ce qu'on fait et j'appelle un ami. Ça, c'est une complication. Mais passer 5 ou 10 minutes pour enlever la lenticule et atteindre la lenticule enlevée en entier et le patient voit bien le lendemain ou une semaine après, ça, c'est pas une complication. Donc, les complications de smile, il y a des complications particulières au smile. Il y a des complications qui sont identiques au LASIK, les infections d'interface, tout ça.
Il y a des complications qu'on a dans les deux procédures, mais qui se présentent complètement différentes, de façon complètement différente. Et DLK, ça, on a publié le fait que la présentation, elle est complètement différente sur le SMILE, mais c'est le même problème pour les mêmes raisons. Bon, la dissection difficile, des morceaux de lenticule qui ont été laissés, la perte de succion, d'effet épithélial, des déchirures du cap, perforation du cap. On peut créer un plan faux qui n'a pas été coupé. La DLK, TLS, la sensibilité à la lumière transitoire, bien sûr les infections, la croissance épithéliale sous le cap, implantation de l'épithélium aussi, c'est beaucoup plus commun qu'en LASIK. Le haze, ça peut arriver en SMILE aussi, de l'interface. Des particules dans l'interface peuvent se trouver là-dedans, surtout les chirurgiens qui n'opèrent pas de la façon standardisée, et ils font de l'irrigation après enlever le lenticule et ils mettent des particules dans l'interface. Et puis, comme LASIK, on peut avoir PISC, Fluid Interface Syndrome, où les stéroïdes qu'on donne, la Tobradex qu'on donne, la tension monte, on a de fluide dans l'interface, le patient voit mal, la tension mesure basse, et le patient devient glaucomatologue parce que il a passé un mois avec une tension de 60 sans savoir. Donc tout ça peut arriver avec SMILE, plusieurs choses avec LASIK aussi. Donc en fait, il faut être chirurgien réfractif de toute façon. L'idée que Zeiss avait dit il y a 10-15 ans, il disait oui, non, il y aura plus de LASIK, plus de PERCAP parce que tout sera SMILE maintenant. En fait, non. D'ailleurs, du point de vue statistique, c'est intéressant. Parce que quand on regarde, nos résultats de SMILE comparaison à LASIK, dans notre clinique, on ne peut pas trouver une différence en efficacité ni sûreté. Perte de ligne, pareil entre les deux. Pourcentage d'œil, 100% égal, 150% égal, tout est égal. La différence peut être dans les yeux haut myopie, on a un petit peu plus de précision avec le SMILE, c'est-à-dire au-delà de -8, mais on ne trouve pas de la différence entre les deux du point de vue statistique. C'est ça qui est important, parce que le patient qui s'assoit dit moi, je m'opère que du SMILE. Si vous voulez, si vous dites que ça sera LASIK, je sors. Et je dis, ok, peut-être que vous allez sortir, parce que, ou bien je leur dis, la réponse que je dis, ok. Et vous êtes allé à l'école de médecine où? Ils disent, j'ai pas été à l'école de médecine. J'ai dit, exactement. Moi, j'étais à l'école de médecine. Et c'est pour ça que c'est moi qui décide. C'est pas un menu. Le confit de canard ou le cassoulet. Non. C'est moi. OK? Donc, c'est important de pouvoir dire aux patients les complications qui donnent une perte de telle vision. Le pourcentage est pareil entre SMILE et LASIK. Si on est expert dans les deux. Bien sûr, on trouve les publications où la publication montre que le LASIK c'est mieux que SMILE. Et l'autre publication qui dit que le SMILE c'est mieux que LASIK. Et ma conclusion, c'est que soit je suis aussi mauvais au LASIK que SMILE, ou les autres ont un déficit dans l'autre procédure. C'est beaucoup plus difficile d'avoir les mêmes résultats. Est-ce que vous pouvez nous parler des reprises en cas de... Voilà, parce que c'est quand même une des difficultés avec le SMILE par rapport au LASIK en tout cas. Comment vous procédez? Ok. Au départ, Zeiss disait qu'il fallait faire PKR. Après, ils ont sorti le software où on peut faire une coupe qui fait la conversion du cap en flap. Ça s'appelle Circle. Pour moi, ce sont des techniques qu'on peut utiliser, mais la meilleure technique pour les retouches après SMILE, c'est le LASIK. Et la procédure standard de SMILE doit être un capot pas plus fin que 130 microns.
s'il faut faire un cap plus fin que 130 microns parce que la myopie elle est trop haute, on saute de 130 à 100. On fait rien entre ça. J'appelle ça no man's land. Ok? C'est la DMZ de Smile. Parce que si on va convertir un cap en flap, c'est-à-dire on arrive à mettre la myopie dans un cap de 100 et on a un résiduel de 290. OK? On convertit le cap en flap et on a 40 microns pour faire le -1. C'est quoi le but d'avoir un cap de 110? On a perdu 10 microns qu'on aurait pu utiliser pour un retouche basique. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Tandis que un cap de 130 nous sert à pouvoir faire un flap de 100 par-dessous. Et nous, on a publié 2 papiers sur ça pendant l'écriture du texte, du livre de texte. La première publication, c'était pour montrer le chemin qu'on a parcouru pour développer la technique exacte pour soulever le flap sur un cap, parce que on a fait beaucoup de dissections assez intéressantes pendant le chemin, mais on a trouvé une manière de séparer un flap du component stromal du cap au-dessous du minimum et par-dessous du flap, cette partie stromale super fine pour ne pas la pénétrer ou déchirer. Donc, on a développé une technique spéciale pour éviter tout ça. Et maintenant, on est à, je crois, presque 300 œils avec cette technique et on n'a pas eu une complication. Donc, LASIK sur Smile, c'est le meilleur. Une autre raison pour laquelle on ne dit pas aux patients « Smile, c'est mieux ». Le patient, en plus, imaginez-vous, la clinique qui dit « Smile, ça coûte plus ». Pourquoi? Parce que c'est mieux. OK. Voilà, je suis -7, je fais le Smile. Maintenant, je suis -0,75. Il me faut de lunettes. J'ai dépensé tout cet argent et j'ai encore besoin de lunettes. Oui, mais vous êtes beaucoup mieux. Oui, mais j'ai besoin de lunettes. On refait on fait une retouche. OK. On fait LASIK. Attends, mais je suis venu pour Smile. Mais non, c'est bien. Non, c'est une discussion stupide et c'est les chirurgiens même qui se sont mis dans la merde par un marketing qui n'est pas scientifique. Il faut jamais, c'est-à-dire le patient qui vient, qui me dit je viens que pour le Smile, si je peux pas avoir Smile, je ne m'opère pas. Je regarde leur bilan et je sais que je vais faire Smile, mais je passe 5 minutes pour leur expliquer qu'il n'y a rien à craindre avec Smile, avec LASIK. Non, le flap, ça s'enlève pas. Non, c'est bien. Non, il y a 40 millions d'œils qui ont eu LASIK. Il n'y a pas de problème avec ça. Les volets, non, on n'entend pas des pop, des yeux explosés pour tout le monde. Non. LASIK, ça va. Il n'y a pas de problème avec LASIK. Ah, donc vous allez faire LASIK. Non, on va faire Smile. Mais il faut éduquer les patients pour qu'ils disent pas à ses amis, il faut que je vois super bien, il faut que ça soit Smile. Attends, si tu es -0,5 et tu as Smile, tu vas pas voir super bien tout de suite. Mais avec LASIK, oui. Donc, tu vois, il faut éduquer les patients. Malheureusement, il faut éduquer les chirurgiens aussi, parce que il y a tellement de systèmes de marketing qui abîment la réputation de la chirurgie réfractive. Merci beaucoup. Ouais. Alors, professeur, en 2024 arrive le Smile hypermétropique. Qu'est-ce que nous pouvons faire en cas de régression du traitement qui est plus fréquente chez l'hypermétrope que chez le myope? Vous avez déjà partiellement répondu. D'abord, la régression après LASIK hypermétropique n'est pas plus important que LASIK myopique. C'est un mythe. Il faut différencier entre
régression et la courbe de cicatrisation. Dans un plus 5, le lendemain, un plus 5 qui doit être planant à la fin, il faut que l'œil soit moins 0,75 le jour 1. Et la trajectoire entre 0,65 moins 0,65 et 0, ça prend 3, 6, 9 mois. Mais c'est pas la régression. C'est le nomogramme qui a été dessiné pour que la surcorrection est absorbée parfaitement par la guérison de la cornée, par les changements épithéliaux et biomécaniques. Donc ça, c'est pas régression. Régression, ça serait une cornée qui arrive à plano après le plus 5 et que 3 ans après, elle est plus 3. Ça, c'est régression ou progression. Donc, la régression du LASIK hypermétropique, elle est très, très, très faible. On a publié, nous, parce que dans la communauté des chirurgiens réfractifs, non experts, on dit que on peut pas faire traiter au-delà de plus 3. On dit ça. Mais c'est pas vrai. Et vous pouvez trouver les publications partout où on a traité facilement plus haut. Nous, on a publié plusieurs trucs sur la science de changement épithélial, tout ça. Et un papier qu'on a en étude, c'était à peu près 700 œils entre plus 4 et plus 7 avec 2 ans de follow-up. Et on montre que la progression de l'hypermétropie était de 0,3 dioptries en 2 ans. Et ça, c'est le changement qu'on attend par le cristallin. Donc, c'est pas la cornée qui a régressé, c'est la progression de la... Donc, on attend que ça soit pareil avec SMILE. L'avantage de SMILE, ça sera que, bien sûr, les hypermétropes, les ablations qu'on fait sont périphériques, on coupe plus des nerfs cornéens et de façon plus profonde. Donc, il y a plus de sécheresse, je dis sécheresse entre guillemets, parce que en fait, c'est pas sécheresse, c'est neuropathie, en fait. Ça prend plus de temps et tout ça. Donc, avec le SMILE, peut-être que ça serait un peu mieux parce qu'on garde les nerfs du capot. Il y aura des trucs à apprendre parce que nous, on a publié les premières études de SMILE hypermétropique avec un ancien fellow à moi qui est retourné en Népal. Chez lui, on a fait une étude des 3 chirurgiens, Glenn Karp, moi et Kishore Pradhan, et on a publié 3 papiers sur SMILE hypermétropique. On a trouvé qu'il y a des questions de centrement qu'on n'avait pas à gérer avec le LASIK, avec un tracker. Parce que bien sûr, le centrement d'un SMILE, c'est le centrement du contact glass. Donc, si on a conjonctive d'un côté avec un angle kappa et tout ça, ça peut abîmer la centration. Ça fait rien si c'est du LASIK, parce que si le flap est un peu décentré, ça fait rien. On gratte l'épithélium, on fait ablation avec l'excimer sur une partie de la cornée qui n'est pas flap, c'est un volume de tissu enlevé. Mais donc il y aura des choses à apprendre avec ça. Une question me vient, du coup, si vous faites un cap à 130 microns et que derrière vous voulez faire un LASIK dessus pour reprendre un plus 3 qui serait revenu 3 ans plus tard, du coup vous allez creuser plus que les 30 microns qui séparent le cap du flap et ça peut créer un bout de stroma libre. Est-ce que du coup il ne faut pas faire attention à la quantité de stroma à ablater sur un LASIK secondaire? Vous êtes très astuce. Et le calcul que vous avez fait là tout de suite, c'est impressionnant. C'est pour ça que SMILE hypermétropique, on fait les caps de 120 standard, parce que on va convertir le flap en cap avec Circle. On va pas faire un flap dessus. C'est pour les myopes qu'on peut faire ça. Donc, absolument, vous avez tout à fait raison, c'est différent. Ne manquez pas la 3e et dernière partie de cet épisode consacré à la chirurgie lenticulaire avec le professeur Dan Renstein.
Ophtalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.